Le chaos sur les routes ce matin, vous étiez des dizaines de milliers bloqués par le verglas dans les bouchons. On fait le point dans un instant. Conséquence de très nombreux accidents, dont plusieurs très graves. La journée a été meurtrière. Ce soir, on déplore 5 victimes. On fera le point avec vous, Christophe Clément. Un train de marchandises déraille à Gemep-sur-Sambre. Plus de peur que de mal, mais le trafic ferroviaire est toujours perturbé. Nous rejoindrons sur place Julien Crête. Un cartel mexicain de la drogue a d'étranges ramifications en Belgique. Des dizaines de millions d'euros auraient été blanchis. Les détails dans le journal. La reine Fabiola licencie du personnel. Albert II renonce à un château. La réduction des dotations les contraint à faire des économies. L'action d'Amiens contre la lèpre et la tuberculose. Après le journal, le magazine Reporter vous emmène en République démocratique du Congo. Défile à n'en plus finir, des milliers d'automobilistes piégés. Le verglas a provoqué ce matin le chaos sur nos routes. Au total, près de 200 accidents ou carambolages, mais aussi de graves collisions impliquant des poids lourds sur nos routes. Bilan de cette journée, 5 morts et des dizaines de blessés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La circulation a donc été très perturbée toute la journée sur l'autoroute E42 à hauteur de l'échangeur de Dossou. Un premier accident tôt ce matin, un deuxième dans les files vers 13h, avec à chaque fois des camions impliqués. 2 chauffeurs routiers y ont malheureusement perdu la vie. Christophe Clément, Julien Raouet. Il aura fallu plusieurs heures aux hommes de la protection civile pour évacuer la marchandise du poids lourd accidenté. Sous cette forme, l'acide citrique et la résine synthétique présentent peu de risques. Mais par précaution, les sacs endommagés sont conditionnés en fût étanche avant d'être chargés dans un autre camion. Il y a la partie extraction de la marchandise, il y a la partie manipulation vers un autre transport et ensuite il y aura la partie nettoyage de la chaussée afin de libérer la circulation. Peu avant 6h ce matin, une voiture part en tête à queue sur le verglas. Derrière elle arrive ce camion allemand qui ne peut l'éviter. Voyant cela, le chauffeur du camion a eu une manœuvre d'évitement ou un freinage brusque et le camion s'est mis en ciseaux, s'est couché sur le flanc. Le malheureux chauffeur du camion a été éjecté et est mort sur le coup. D'importantes files se forment suite à cette première collision. Et c'est là, 1 kilomètre en amont, que survient un deuxième accident. Probablement surpris par les ralentissements, le chauffeur de ce camion percute un semi-remorque qui le précède, un choc violent auquel il n'a pas survécu. En jargon technique, c'est ce qu'on appelle le suraccident, c'est-à-dire que lorsque des fils se forment, les usagers qui arrivent doivent prendre connaissance de cette formation de fils. En général, ils allument leur cadre clignotant et parfois, ici, c'est le cas sans doute, une distraction ou une mauvaise appréciation de la distance et c'est l'accident. 2 accidents en l'espace de quelques heures à 1 kilomètre d'intervalle. Sur la E42, pour les navetteurs, la journée s'est terminée comme elle avait commencé, dans les bouchons. Christophe Clément, bonsoir. Quelle est ce soir la situation sur l'ensemble du réseau wallon ? Eh bien écoutez Michel, ici à Dossou, tous les véhicules accidentés ce matin et cet après-midi ont à présent été évacués. L'autoroute a été nettoyée et rendue au trafic en fin d'après-midi. Alors bien sûr, les files ont eu un peu de mal à se résorber, surtout à l'heure de pointe. Mais à présent, tout est rentré dans l'ordre, ici à Dossou comme ailleurs sur le réseau wallon. La soirée et la nuit devraient donc être calmes sur le réseau. Mais attention, demain matin, l'IRM s'attend éventuellement à quelques plaques de givre ou éventuellement à du brouillard givrant. Ici en province de Namur, notamment sur la E42, les épandeuses sont d'ailleurs de sortie. Merci à vous Christophe pour ce point en direct de Dossou. Autre drame de la route engendré par le verglas en province de Hainaut, précisément à Arken sur l'autoroute E19 Bruxelles-Mons. Un automobiliste est mort après avoir été percuté par un camion parti en ciseaux. L'autoroute a été fermée dans les 2 sens durant de longues heures. Sur place, Benjamin Samin, Dominique Sokolowski et Patrick Lejuste. 30, les derniers travaux de sécurisation de l'E19 se terminent. La route est nettoyée. Et là, un dispositif provisoire est installé sur la berme centrale. C'est ici que quelques heures plus tôt, ce camion est parti en ciseaux avant de se retrouver en sens inverse. Résultat, une situation chaotique sur la E19. C'est la conséquence d'un suraccident mortel. À 5h20, le conducteur de ce véhicule a perdu le contrôle. Ensuite, cette camionnette fait aussi seule un accident. Les occupants sortent, mais l'un d'entre eux est pris de plein fouet par le camion qui dérape. Elle a perdu le contrôle parce que la chaussée était verglacée, complètement verglacée. Il y a une personne qui est décédée sur place. Et alors il y aurait, parce qu'on n'est pas encore sûr, 1 ou 2 blessés supplémentaires.
Les services de secours ont beaucoup de mal à intervenir tant le sol est glissant. Les autorités ont dû décider de fermer l'autoroute dans les deux sens. Le blocus total, donc que ce soit dans le sens vers Bruxelles ou vers Paris, surtout que vers Paris, la circulation a été bloquée mais déviée grâce à l'accès qui va donc soit vers Paris, soit vers la 54. Par contre, ici, dans le sens vers Bruxelles, c'est un peu catastrophique, quoi. Dans la matinée, une bande de circulation a été ouverte en direction de Bruxelles. Avant de dégager l'autoroute, l'expert mandaté par le parquet de Charleroi a réalisé les constatations nécessaires pour l'enquête. Nous allons commencer par relever un maximum de traces et indices, pouvoir être consignés, établir un plan à l'échelle exacte, pour pouvoir ensuite étudier le mécanisme de l'accident et rendre au magistrat qui nous a requis un rapport complet et détaillé. Progressivement, les véhicules accidentés sont pris en charge. Aux alentours de 15h45, l'autoroute était à nouveau accessible dans les deux sens. La circulation également très ralentie ce matin sur l'autoroute E411 à hauteur de Wavre. 19 véhicules se sont percutés, dont une voiture de police et plusieurs ambulances. Il a fallu de longues heures pour dégager les voitures et procéder aux constatations d'usage. Encore de nombreuses tôles froissées à Bruxelles. Illustration avec ce reportage où dans une même rue, malgré la vitesse limitée à 50 km/h, 10 voitures se sont percutées, piégées encore une fois par le verglas. Quentin Keupens, Steve Daman. C'est une épreuve de patinage artistique pour ces policiers. En quelques minutes, la situation devient incontrôlable. Le verglas est partout. 10 personnes perdent le contrôle de leur véhicule. J'étais la première et puis quand je me suis arrêtée pour faire le constat avec l'autre, il y a d'autres voitures qui nous ont... Il y a une autre voiture qui a percuté un autre véhicule et puis enchaîne. Pour le propriétaire de ce monte-charge, l'aventure continue au-delà de l'accident. Il s'en sort indemne, mais lorsqu'il pose pied à terre pour constater les dégâts, impossible de tenir debout. Quand je suis descendu du lift en voulant nettoyer par terre, je me suis ouvert. À pied, on n'arrive pas à marcher, donc... Plus loin, le chauffeur de cette voiture évite le pire. Sur le verglas, il perd le contrôle, percute la bordure et finit sa course à quelques centimètres à peine d'un arbre. Hier soir, il faisait encore pas trop mauvais et je crois que tout le monde a été surpris cette nuit par le verglas au matin. Si certains ont pris du retard au travail, d'autres étaient à pied d'œuvre dès l'aube. Pour ce dépanneur, l'hiver soudain a créé la surprise dans tout le pays. Ça a commencé ce matin vers 6h08 et jusqu'à maintenant, je pense que c'est la 6e voiture que je dépanne. Pour un tout seul, oui, c'est un peu beaucoup. Malgré la douceur des premiers rayons du soleil, le verglas reste encore maître à certains endroits. Là oui, quand on marche on glisse, donc on verra bien. Parmi les constats réalisés ce matin, l'un d'eux est plus que certain. Cette fois, l'hiver est à nos portes. 3 heures de route pour faire à peine 15 km. Ce genre de récit était fréquent ce matin. Et parmi les automobilistes, un de nos journalistes qui, comme des milliers de navetteurs, a vécu l'enfer des bouchons de l'intérieur. On regarde, c'est un reportage signé Martin Vachéry et Denis Caudron. Bloqué, c'est le mot du jour. Bruxelles Sud, 7h30 du matin, direction Mons. À peine entré sur l'autoroute à Drogenbos, la circulation ralentit. Quelques kilomètres plus loin, les ennuis commencent. Ici, nous sommes à hauteur de Halle. Il est 8h20 du matin et la circulation est complètement à l'arrêt jusqu'à Mons. On n'avance pas, c'est tout simple. On est bloqué complètement. Il n'y a pas une seule voiture qui avance. Je vous propose de regarder ça juste ici. De temps en temps, les voitures recommencent à rouler sur une centaine de mètres. Et sur les côtés, de nombreux véhicules accidentés. On comptabilise au total une dizaine d'accidents en ce moment. Alors tout d'abord sur l'autoroute 19. À la radio, les infos routières sont inquiétantes. Les collisions sont nombreuses sur cet axe. 9h du matin et c'est toujours le même spectacle ici. En 40 minutes, j'ai fait plus ou moins 500 mètres. Je viens à peine de dépasser Halle. Le 19 ou l'école de la patience. À l'horizon, aucun mouvement, aucune issue, des kilomètres de fil à perte de vue. Difficile de rester assis dans la voiture, rien ne bouge. En 1 heure, j'ai pas avancé d'un seul mètre. Il y a juste la bande de gauche qui commence seulement à rouler, mais de l'autre côté, c'est bloqué. 3 heures de bouchon pour faire 15 km, record battu. Peu après 10 heures, le soleil fait son apparition et les voitures recommencent timidement à rouler. L'occasion de s'engouffrer dans la première sortie d'autoroute à Wauthier-Braine pour faire demi-tour.
Comment expliquer ce soir que le verglas, pourtant annoncé, ait pu provoquer de tels embarras sur nos routes? Les services mobilité de Wallonie auraient en fait tenu compte des prévisions du Wing Météo, la météo de l'armée, et non pas des prévisions de l'IRM. Un couac sur lequel reviennent Sébastien Degrave et Elisabeth Wouters. Il est aux alentours de 17h hier lorsque l'Institut Royal Météorologique confirme l'alerte jaune verglas sur la quasi-totalité du territoire. En fin de nuit, le ciel se dégagera sur l'ouest et le centre du pays avec, dans ces régions, possibilité de plaques de glace et de givre. Au même moment, au service public de Wallonie, l'alerte n'est pas relayée. Le centre d'action routière se base sur d'autres données météo. On fonctionne avec nos stations météorologiques et avec des capteurs qui sont directement placés dans les routes, qui nous permettent de mesurer la température au sol. Il y en a 51 réparties sur le territoire wallon. Ces données sont croisées avec le WING, donc c'est-à-dire avec les données météorologiques de la force aérienne. Consulter et suivre les alertes lancées par l'IRM ne font pas partie de la procédure appliquée par le SPW. À l'inverse de ce qui est convenu en Flandre, les prévisionnistes de l'IRM ne seraient jamais contactés par la région wallonne. En Wallonie, on n'a pas vraiment de contact entre l'IRM et l'SPE. Par contre, en Flandre, on a souvent de contact entre l'agence de trafic et des routes flamande et l'IRM et aussi le Wing Météo. Donc là, il y a une collaboration qui fonctionne très très bien. Donc ce serait quand même mieux de faire la même chose à Wallonie. Le service public de Wallonie se dit ouvert à une réelle collaboration avec l'IRM, même si, à l'heure actuelle, la priorité est de surveiller les grands axes. Ce soir, la vigilance renforcée est maintenue sur nos routes. Autre question que vous êtes nombreux à vous poser ce soir, doit-on à nouveau s'attendre à des routes verglacées durant le week-end? Je me tourne vers notre prévisionniste, David Dehaeneau, bonsoir. Bonsoir Michel. Il y a des risques, mais pas dans les proportions qu'on a connues. Oui, puisque aujourd'hui on a eu un temps généralement sec sur l'ensemble du territoire belge et ce soir et cette nuit ça va rester sec. Bien entendu, nous prévoyons quand même la formation des plaques de givre ou de brouillard givrant, donc soyez prudents quand même sur les routes. Et puis donc la nuit de samedi à dimanche, et en soirée samedi, il y a une nouvelle zone de pluie qui va s'approcher sur le pays. Et donc après, on aura des éclaircies pendant la nuit de samedi à dimanche avec aussi le risque de verglas, oui, aux précipitations, bien parce entendu. que les routes sont encore plus mouillées que par exemple demain matin. Gare aux routes humides dans la nuit de samedi à dimanche. Merci David Dehaeneau. On vous retrouve bien sûr à l'issue de ce journal pour un bulletin météo complet. Merci à vous. L'hiver s'est également rappelé à nous sur les hauteurs du pays. Là, c'est la neige qui est tombée. Une couche de 9 cm au signal de Botrange. Reportage, Emiliano Bonfili et David Muller. Plongé dans la brume, le plateau des Hautes-Fagnes offrait ce matin un décor de carte de vœux. Un paysage qui s'est fait attendre cette année. Cette nuit, quelques centimètres de neige sont venus épaissir le manteau blanc. Le cadre est magnifique, on se voit retirer du monde et ça fait énormément de bien de se balader avec la neige. On n'est jamais venu, c'est une première, donc c'est vraiment magnifique, quoi. Paysage superbe. On est au signal de Botrange, le point le plus haut de la Belgique, et c'est 694 mètres. Un peu plus loin, quelques écoliers. La première classe verte de l'année au signal de Botrange. Un moment magique pour les enfants. Je suis très très content parce que c'est la première fois cette année que j'ai vu de la neige parce qu'à Verviers, il n'y en a pas. Une fois, ils en ont annoncé, mais il n'y en avait pas. Ici, il y en a, hein? Ouais, ici, il y en a beaucoup. 9 cm à peine actuellement. Il manque encore 3 ou 4 cm de poudreuse pour enfin pratiquer le ski de fond. Cette fois, les professionnels du tourisme sont confiants. Oui, on peut être optimiste. On annonce de légères chutes de neige aujourd'hui, mais très légères, mais alors en quantité plus importante dans la nuit de samedi à dimanche. Donc on pourrait imaginer skier dimanche. Cet hiver, il n'a pas encore été possible de skier dans les Fagnes. Les luges, elles, ont pu faire le bonheur des plus petits. La neige, le grand froid et le verglas, les Canadiens et les Américains l'affrontent depuis plusieurs semaines. Dans l'Indiana, aux États-Unis, un carambolage impressionnant a fait 3 morts et plus de 20 blessés. Christophe Giltet. Autoroute 94, Michigan City à 80 km à l'est de Chicago. Un carambolage meurtrier, un véritable piège quand plusieurs camions ont dérapé avant de se télescoper hier en milieu d'après-midi. Le bruit, c'est comme un train qui dérape. Malheureusement, plusieurs voitures ont été écrasées dans la collision. On déplore 3 morts et plus de 20 blessés.
C'est horrible, non seulement pour tout le monde, mais aussi pour les familles. C'est juste dévastateur. Cet accident a provoqué d'énormes bouchons sur cet axe important qui longe le lac Michigan. Même scène d'embouteillage et de dérapage à New York où les températures dépassent les moins 10 degrés, mais ici, pas de victimes. Sur le Hudson River, les navettes se transforment en brise-glace et subissent d'importants retards. Quant aux New-Yorkais, dans les rues, ils s'en mitouflent. Quelques courageux dans l'Illinois, ils ont campé par ces températures polaires pour être présents à l'ouverture d'un nouveau fast-food. Les 100 premiers bénéficieront d'un repas gratuit par semaine pendant 1 an. Enfin, dans le Wisconsin, près de la ville de Bayfield, le lac a gelé suffisamment pour permettre aux habitants de rejoindre à pied des îles où se trouvent ces grottes que la glace a rendues fantasmagoriques. Autre titre de l'actualité, le déraillement d'un train transportant de l'eau oxygénée cet après-midi à Gemep-sur-Sambre. Par précaution, un périmètre de sécurité a été installé, mais au final, on déplore aucun blessé et aucune évacuation. Avant de se rendre sur place, voyons le reportage de Julien Crête et Mickaël Danse. Les pompiers au sommet du wagon pour une opération de pompage sous surveillance. Au total, 60 000 litres de peroxyde d'hydrogène doivent être vidés. 2 wagons, une substance potentiellement dangereuse. C'est un produit qui est explosif, qui est irritant bien sûr, et donc aussi inflammable. Nous avons pris les mesures de couper les caténaires partout donc dans ce cadre-là à proximité. Nous avons aussi pris les mesures bien sûr de prévoir les moyens d'extinction prêts si jamais il devait y avoir le moindre problème pour pouvoir éteindre immédiatement et donc travailler d'une manière totalement sécurisante. Vers 14h30, l'un des wagons de ce chargement à destination de l'Allemagne quitte ses rails et se retrouve à l'arrêt en équilibre. Aucune fuite n'est constatée, fort heureusement, mais il faudra plusieurs heures pour rétablir la situation. La première opération, c'est d'abord de vider les produits chimiques qui sont dans 2 des citernes. Ça va prendre 3 heures par citerne, donc 6 heures au total. Et une fois qu'elles seront vides, à ce moment-là, effectivement, un train de relevage va pouvoir venir et tirer les wagons et les évacuer. Pour l'heure, difficile de déterminer ce qui a pu causer précisément le déraillement sur cette voie secondaire réservée au transport marchand. Selon les pompiers, l'ancienneté de certains rails pourrait être impliquée. Ce que l'on peut constater, c'est que nous avons parfois des problèmes de billes de chemin de fer qui sont dans un état relativement avancé. C'est tout à fait normal puisque c'est relativement vétuste. Et donc, on pourrait se poser la question de voir quand va-t-on travailler dans le cadre de la réfection des voies. Ce serait peut-être intéressant à y repenser en tout cas. Une enquête est en cours pour en savoir plus sur ce déraillement. L'enjeu, éviter à l'avenir de nouveaux incidents. Julien Crête, bonsoir. Vous êtes sur les lieux du déraillement. Ce soir, il y a toujours des perturbations sur le réseau ferroviaire. Oui, les trains qui circulaient ici encore cet après-midi ont été interrompus vers 17h30. C'est la ligne 130 qui est concernée, elle qui relie Liège à Namur. Alors concrètement, un système de navette a été mis sur pied pour permettre d'éviter la zone et les passagers sont invités à utiliser des bus qui ont été mis à leur disposition. 9 bus au total. Ils relient en fait les gares de Tamines à la gare de Moustier. Alors aujourd'hui, ce soir, des centaines de passagers ont été concernés. Le dispositif, lui, va être maintenu durant une bonne partie de la soirée jusqu'à 23h au moins. Demain, on annonce un retour à la normale. Merci à vous, Julien Crête, pour ce point en direct. Le nombre de personnes ayant circulé sur les voies ferrées a fortement augmenté en 2013. 50% de piétons en plus ont ainsi été surpris à déambuler sur les rails. La SNCB s'attaque à ce problème et pour la première fois vient de placer des cônes en caoutchouc en bordure de passage à niveau. Ce dispositif a ainsi été installé cet après-midi à Wavre, en Brabant wallon. L'an dernier, 1222 personnes non autorisées ont été signalées sur les voies, ce qui a provoqué en moyenne 3 heures de retard par jour sur l'ensemble du réseau. L'ancien ministre président wallon Jean-Maurice Dehousse, 77 ans, hospitalisé au CHU de Liège suite à un accident vasculaire cérébral. Selon le site du Vif l'Express, l'ex-bourgmestre de Liège est tout à fait conscient mais souffre d'une grande fatigue. Autre titre de l'actualité, une enquête publiée demain par l'hebdomadaire Marianne et qui met au jour des ramifications d'un cartel de la drogue du Mexique jusqu'en Belgique. Un ancien secrétaire communal de Mons est inculpé dans cette affaire qui aurait fait de nombreuses victimes en Belgique et en France. Des dizaines de millions d'euros auraient ainsi été blanchis. Les explications de Jean-Pierre Martin et Thomas Quinet.
Des perquisitions en 2010 à l'hôtel de ville de Mons conduisent 3 ans plus tard à la suspension de Pierre Urbain, le secrétaire communal, inculpé pour participation à une organisation criminelle, abus de confiance et infraction à la législation bancaire. Les enquêteurs auraient découvert des liens avec un cartel de la drogue. C'est cette étonnante histoire que retrace Philippe Engels en collaboration avec une journaliste mexicaine. Belgique, États-Unis, Mexique, avec des liens qui sont de plus en plus clairs. Avec une collègue mexicaine avec laquelle je travaille, j'ai reconstitué un puzzle qui montrerait que des Belges à Mons, avec notamment la participation du secrétaire communal désormais remplacé de Mons, sont impliqués dans une vaste opération qui consiste à blanchir en quelque sorte l'argent de la drogue. Dès 2005, Pierre Urbain et 2 complices prennent le contrôle d'une société au Luxembourg et au Panama, de véritables sociétés écrans. Pierre Urbain et des complices présumés reprennent en Belgique des sociétés, et au Luxembourg aussi, une société qui s'appelle Rosalus, qui deviendra une fausse banque. Pierre Urbain aussi crée des sociétés au Panama, et à un moment rentre en contact, fait des affaires. Et les Belges font des affaires, ça c'est clairement établi, avec des hommes d'affaires américains au centre d'une grande escroquerie internationale et qui sont aussi des blanchisseurs d'argent. Un engrenage fatal. DWB est une coquille vide qui promet à des investisseurs crédules des intérêts mirobolants. Des milliers de gens perdent leur épargne. Des mails prouveraient les liens entre Pierre Urbain et le patron de WB. Aucun projet n'est développé, il n'y a pas d'organigramme de DWB, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de personne de contact, il n'y a pas de chiffres. Cette holding fait partie de la toile tissée par le plus puissant cartel de drogue mexicain. Cette toile a été mise à jour par des services américains. Elle est impossible à retranscrire sur une feuille tant elle est complexe. C'est toute la toile d'araignée du cartel de la drogue qui apparaît ici. Au centre de la toile, El Chapo, Joaquim Guzman. C'est le chef du cartel de Sinaloa. Si le mandataire public belge ne connaissait pas ce lien, en revanche, il est bel et bien tombé dans un piège infernal. Et ce soir, Marc Heutendal, l'avocat de l'ex-secrétaire communal de Mons, Pierre Urbain, inculpé dans ce dossier, réagit. Il déplore la violation du secret de l'instruction, des amalgames concernant son client et dénonce une orientation politique du dossier à quelques mois des élections. Je vous le disais en titre, certains membres de la famille royale devraient, paraît-il, se serrer la ceinture depuis la baisse des dotations royales. Selon le journal Le Soir, la reine Fabiola envisage de licencier du personnel. Le roi Albert II aurait lui décidé de ne plus se rendre au château de Fanf, un endroit trop coûteux à entretenir. Sébastien Degrave, Elisabeth Outersa. Le roi Albert II et la reine Paola n'iront plus au château de Fanf. Les revenus de l'ex-souverain ne permettraient plus de financer l'entretien d'une telle propriété. Fanf, c'est un immense domaine qui fait partie du grand domaine royal de Cernion. C'est un entretien important, notamment au niveau des jardins, mais aussi le personnel de maison. Et donc, comme ils avaient justement acquis récemment un petit presbytère beaucoup plus restreint et sympathique et qui plaît davantage à la reine Paola, on comprend qu'ils se rabattent plutôt sur ce presbytère qui faisait des économies. 2 résidences en rénovation situées à 10 km l'une de l'autre, le couple royal à la retraite ne pouvait plus se payer un tel luxe. En quittant ses fonctions, Albert II a vu ses revenus baisser, passant de 11 500 000 à 923 000 euros, soit un budget divisé par 12 en quelques mois. Mais Albert et Paola ne sont pas les seuls à devoir se serrer la ceinture. Suite au scandale de sa fondation et à la réforme des dotations, les revenus de la reine Fabiola ont eux aussi été réduits. Passant d'1,44 million d'euros à 460 000 euros, la veuve du roi Baudouin a donc décidé de licencier une partie des 25 personnes à son service. Comme elle voit sa dotation réduite des 2 tiers, elle devra sans doute restreindre son train de vie. Mais on peut quand même se dire qu'à 85 ans, est-ce qu'elle a encore besoin d'un secrétariat de 5 ou 6 personnes ? Quant au château de Fanf, inoccupé depuis le 1er janvier, il appartient à la donation royale et ne pourra donc pas être vendu, mais il sera peut-être mis en location dans les prochains mois. Le roi Philippe assiste, lui, au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Il est accompagné du Premier ministre, Elio Di Rupo, et du ministre-président flamand. En revanche, aucune présence politique wallonne ou bruxelloise, comme nous l'expliquent Chantal Monet et Sébastien Dubois.
Une petite commune des Grisons à 1500 mètres d'altitude. Chaque année, lieu de ralliement de tout ce que la planète compte, de décideurs en matière de finances, d'économie et de politique. Sans oublier quelques people, beaucoup de décontraction. C'est ça, la touche Davos. Habitués des lieux, Philippe et Mathilde, leur nouveau statut royal rehausse davantage encore la visibilité de la Belgique. Alors quand le souverain offre un petit déjeuner, tout le monde s'y presse. Tribune de choix pour le Premier ministre qui vante les atouts de la Belgique. Eh bien, nous sommes peut-être petits en taille, mais grands en valeur ajoutée. Et pour Chris Peters, qui vend sa Flandre. Ainsi, la Belgique et la Flandre deviendront plus attractives pour les investisseurs. Mais pas un Bruxellois ni un Wallon à l'horizon. Problème d'agenda, nous dit-on, chez Rudy Demotte et Rudy Vervoort. Davos, c'est un peu de place to be et un petit côté aussi mondain, qui fait que moi, c'est pas vraiment ma tasse de thé a priori. Bon, moi, hier, vous savez, j'ai passé ma journée à défendre et à travailler sur le plan canal pour le développement de Bruxelles, développement économique. Mais votre collègue flamand, il en rate pas un de Davos? Oui, dites. J'ai vu, ça a beaucoup tweeté d'ailleurs. Ça crée même une espèce de polémique en Flandre, pour savoir si c'est la Flandre, si c'est la Belgique. Tout ça est un peu vain. Les présidents wallons et bruxellois s'estimaient suffisamment représentés par le roi et le Premier ministre. Et puis, 3 socialistes dans le temple de la finance et de la mondialisation. À quelques mois des élections, ce n'est pas forcément bon. En France, le feuilleton sur la vie conjugale du président se poursuit. François Hollande, qui dans ce contexte difficile, s'est rendu seul chez le pape François au Vatican. Alors que de son côté, Valérie Trierweiler, toujours censée être la première dame de France, annonce qu'elle se rendra seule lundi en mission humanitaire en Inde. La clarification attendue par les Français se fait donc attendre. Christophe Giltet. Important déploiement de sécurité autour de la place Saint-Pierre pour l'arrivée de François Hollande. Une bombe artisanale avait explosé ce matin à Rome, non loin d'une église française, sans faire de dégâts. Premier contact assez formel entre le président et le Saint-Père. Les contentieux sont nombreux entre la France et le Vatican, notamment l'autorisation récente du mariage homosexuel et l'assouplissement de la loi sur l'avortement. Mais après une demi-heure d'entretien, l'ambiance était beaucoup plus chaleureuse, surtout quand François Hollande a présenté sa suite au pape et notamment le père Van den Busch, otage au Sahel, récemment libéré. J'ai confirmé au pape François que la France défend partout la liberté religieuse, parce que la France, c'est la patrie des droits de l'homme et donc de la liberté. Après le traditionnel échange de cadeaux, au moment de se séparer, le pape a une nouvelle fois donné l'accolade au père avec beaucoup de chaleur. Devant la presse, le président Hollande n'a pas évoqué Valérie Trierweiler, mais on a appris par ailleurs qu'elle allait quitter rapidement le pavillon de la Lanterne à Versailles. Elle sera dimanche en visite en Inde à l'invitation et aux frais de l'ONG française Action contre la faim.